Alors, écoutez, merci beaucoup. On a beaucoup travaillé, mais on a travaillé tous ensemble et on a eu beaucoup d'échanges. Et alors, donc, moi, je le répète, je remercie beaucoup docteur Daoud, docteur Freira, de m'avoir invité, ainsi que ma collègue Marie-Pierre, qui va vous parler ensuite de la chirurgie. Et donc, on est très content d'être là. On a des échanges très fructueux. Alors, pour vous, une partie des gynécologues qui est arrivée là tout à l'heure, j'allais dire, Madame Daoud a déjà tout dit, Monsieur Bouzid a déjà tout dit aussi, donc j'ai simplifié ma présentation pour qu'il y ait du temps pour la discussion et surtout pour les présentations suivantes. Vous l'avez bien dit, il n'y a pas encore de macrobiopsie. J'ai entendu que ça coûte cher, et c'est vrai, ça coûte cher. Ça coûte cher aussi en France, je vous le dis tout de suite, par rapport à une microbiopsie, ça coûte quasiment 10 fois plus cher. Et on a eu bien sûr cette discussion avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire ceux qui financent les soins. Et en fait, on avait fait à l'époque des études et il s'avère que certes ça coûte cher, mais c'est vite récupéré si vous le comparez à un coût d'intervention chirurgicale, et notamment pour ces femmes relativement jeunes qui potentiellement travaillent avec les interventions chirurgicales, les arrêts et tout ça. Il avait été montré que finalement le coût de l'investissement sur les biopsies, les macrobiopsies qui sont un matériel qui coûte plus cher évidemment, il était très vite compensé si vous arriviez à faire baisser le taux de chirurgie derrière. C'est aussi pour ça que, avec tout ce que vous a dit M. Bouzid et tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, il faut faire le maximum pour diminuer le nombre d'interventions chirurgicales sur des lésions qui présentent un risque de sous-estimation excessivement faible, parce que vous l'avez vu, si on est en microbiopsie, il n'y a pas de doute, il faut les reprendre parce que le risque de sous-estimation est important. Si on est en macrobiopsie, on diminue fortement ce risque, donc on diminue aussi énormément le nombre de femmes qu'on réopère. Et derrière, je pense que, enfin, je ne sais pas combien est financée une intervention chirurgicale, mais je pense qu'on les paye, les chirurgiens qui travaillent, on paye les anesthésistes et on paye tout le monde. Donc derrière, à mon avis, c'est un coût aussi. Donc ça doit être compensé. Bien sûr, à mon avis, c'est comme en France, c'est pas dans la même ligne, et donc c'est pas les mêmes qui payent, et donc évidemment, c'est embêtant. Alors, je crois que pour les chirurgiens, comme pour les gynécologues, quand ils ont des résultats de biopsie ou des résultats d'actes interventionnels des radiologues, il est vraiment super important qu'ils trouvent bien des éléments qu'on oublie parfois de mettre parce qu'on est content, on a fait notre biopsie, puis après il faut faire autre chose. Et on manque régulièrement d'informations sur le côté quand même pas, le rayon souvent on l'a, mais déjà la distance au mamelon, on l'a très rarement. Après, de savoir bien ce qu'on a biopsié, parce que comme vous l'a dit tout à l'heure M. Bouzid, mais avant encore Mme Daoud, vous n'aurez pas la même conduite à tenir si vous avez prélevé des microcalcifications ou une masse en fonction du résultat histologique. Donc il faut bien savoir ce qu'on a prélevé, c'est une masse, c'est une asymétrie, c'est une distorsion. Ça c'est important. La taille, la CR, savoir si la qualité des prélèvements a été bonne ou pas, parce que le sein, il peut être difficile, les prélèvements ils peuvent être microscopiques, même si on a utilisé une aiguille à grand épatement. Ça c'est important, parce qu'il n'y a que celui qui l'a fait qui peut se dire la procédure, ça n'a pas été optimale. Et si vous voyez noter ça et que vous avez un résultat bénin, c'est un élément pour vous dire il y a peut-être une discordance, il y a peut-être une sous-estimation. Facilité du geste, est-ce qu'il y a eu des complications post-geste quand il y a un énorme hématome qui se crée d'emblée après le geste? C'est important pour le chirurgien de le savoir parce que quand il va examiner sa patiente, il tombe sur quelque chose qui fait 3 cm alors qu'au départ on lui disait que ça faisait 1 cm. C'est important de le savoir. Si on a mis un clip, il faut aussi le dire et faire une mammo. Je reprends un élément qui a été donné tout à l'heure par Mme Daoud qui est très important et auquel les radiologues ne font pas toujours très attention. Mais la biopsie, ça nécessite des règles très strictes pour les pathologistes, et notamment que quand on a fait la biopsie, il faut la mettre directement dans le formol tout de suite. Ensuite, il faut la laisser tremper un certain nombre de temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas la porter, la couper tout de suite, il faut au moins la laisser 6 heures. Il ne faut pas mettre trop de prélèvements dans le même pot, parce que sinon, il n'y a pas assez de formol pour imbiber les carottes. Et tout ça, ça entraîne des discordances radio-histologiques, mais qui sont liées là à l'histologiste. Or, autre point, quand on augmente le calibre, c'est-à-dire qu'on passe d'un 14 gauche à un 8 gauche, vous voyez que le poids du prélèvement, il est bien différent. On passe de 17 mg à 300 mg. Et ça, pour un pathologiste, c'est très très intéressant parce qu'au lieu de faire une ou deux coupes, je vous l'avais dit, il faut le mettre directement. Si vous faites 1 ou 2 coupes en 14 gauche, vous voyez, vous pouvez faire jusqu'à 5 niveaux de coupe dans un 8 gauche et donc avoir une précision diagnostique évidemment bien supérieure, notamment en ce qui concerne les lésions frontières, c'est-à-dire celles qui basculent entre hyperplasie canalaire et carcinome canalaire in situ. Alors, les techniques, vous savez qu'il y en a beaucoup. Il y a de la cytoponction, de la microbiopsie, la macrobiopsie. Il y avait même la chirurgie percutanée. Bon, là, les radiologues ont abandonné parce que c'était quand même pas des résultats extraordinaires et que les chirurgiens font bien mieux que nous, ne serait-ce que d'un point de vue esthétique.
Donc si on se contacte juste de parler de cytoponction à macrobiopsie, c'est déjà pas mal. Alors ça, c'est très important, ça s'utilise en fonction de l'image, de sa taille, de la modalité de visualisation, de l'accessibilité. Quel guidage choisir? Tant qu'on peut, nous on utilise, même si on sait le faire en stéréotaxie, si on peut le faire en échographie, et parfois même pour des microcalcifications, on fait la macrobiopsie sous écho. C'est pour ça que je vais vous en parler, parce que la macrobiopsie sous stéréotaxie, il faut un mammographe numérique, il faut une stéréotaxie, il faut la sonde de macrobiopsie, mais tout ça, ça génère des coûts, tandis que l'échographe, tout le monde l'a, il ne reste plus qu'à acheter la macrobiopsie, ce qui est déjà cher. Il n'y a pas d'irradiation, en plus on suit en direct. Et quand on doit en faire en IRM, c'est uniquement parce qu'on n'a pas réussi à le voir autrement. Et jamais de notre vie on va se tenter une macrobiopsie sous IRM alors qu'on l'a vu en échographie, parce que c'est tellement plus compliqué qu'on ne voit pas l'intérêt. Je vous montre un cas d'une femme, 45 ans, de dépistage individuel. On ne voit pas bien, mais vous inquiétez pas, parce que de toute façon, en mammographie, on dépiste vaguement une distorsion architecturale. Et en échographie, on dépiste cette petite image, vous voyez, et puis on fait une cytologie de l'âme. Et puis la cytologie montre quelques rares cellules épithéliales, pas de signe de malignité. Alors, c'est un peu tout à l'heure, on nous posait la question, on ne parle plus du tout de cytologie. Et effectivement, comme on l'a dit, nous, on ne fait plus du tout de cytologie, ou de façon tout à fait exceptionnelle sur des kystes. Et je vous dis, c'est tout à fait exceptionnel pour une raison simple, c'est 1, les radiologues ne sont pas bons, et 2, les pathologistes n'en font plus et ne sont pas bons non plus. Donc là, on cumule 2 facteurs de risque de faux négatifs. Et très clairement, si vous avez des cytologistes qui sont expérimentés, ça ne pose pas de problème. Mais à ce moment-là, il faut vraiment travailler quasiment avec eux, qui lisent quasiment en direct, parce que c'est vraiment un taux de faux négatif qui est quand même important si on n'est pas fait avec des gens expérimentés. Quand on a ce type d'image et une cytologie, très clairement, on va dire c'est non contributif, ça on le sait, et donc à ce moment-là, on passe directement à la microbiopsie. Dans ce cadre-là, la microbiopsie, 14 gauche, 4 carottes, donc 4 prélèvements de 22 mm, c'est ce qu'on doit privilégier. Nous, aujourd'hui, on fait du 14 gauche, ça ne change strictement rien de faire du 16 ou du 14 pour le taux de complication, ça n'a aucune importance. Des grands débattements, parce que sinon on a des tout petits fragments et le pathologiste il dit que c'est pas assez, et au minimum 3 fragments, c'est déjà pas mal. Après on peut aller jusqu'à 5, mais c'est pas nécessaire. Je crois que 3 fragments bien faits, c'est suffisant. On a une performance qui est maintenant établie, c'est 98%, c'est-à-dire qu'on a 2% de ratés, avec des risques qui sont, comme toujours, à chaque fois qu'on enfonce une aiguille quelque part, des infections, des hématomes. La transfixion du thorax sur une microbiopsie, il faut le vouloir, il faut en vouloir à la patiente, il faut avoir quelque chose à lui reprocher, parce que sincèrement, sur 15 ans, c'est arrivé une fois sur une femme toute maigre, et par une interne qui a fait le pneumothorax sur l'anesthésie locale, d'accord, c'est-à-dire avec la toute petite aiguille, parce qu'elle n'avait pas réfléchi que le poumon était 1 cm sous la peau. Mais globalement, microbiopsie, pour nous, c'est réduit uniquement maintenant à la technique échographique, puisqu'on a la chance de bénéficier de macrobiopsie. Et si on doit faire de la stéréotaxie, on utilisera toujours une macrobiopsie. Ce qu'a montré Mme Daoud tout à l'heure, c'est très important de ne pas garder la vue simplement dans l'axe de l'aiguille, parce que là, vous êtes sûr de vous tromper, et vous devez donc avoir obligatoirement une vue orthogonale qui montre que le trajet de l'aiguille est au centre de la lésion. Et on se fait tout savoir en disant on l'a bien traversé. Quand on tourne, on voit qu'on est juste à côté. Quand on est juste à côté, on va avoir un résultat de fibrose peut-être, mais on n'aura pas le résultat de cancer. Et ça, c'est vraiment très important. Vous voyez, dans ce cadre-là, l'aiguille, elle est en périphérie, et là, dans ce cadre-là, elle est là quasiment hors de la lésion. Les indications de la microbiopsie, c'est toutes les masses ACR 3, 4, 5 quand il y a un contexte. Le 3, on l'a dit tout à l'heure, on ne les biopsie que dans des femmes à haut risque ou quand il y a un contexte de cancer. Sinon, on n'a aucune raison de biopsier du 3. Les plages, les kystes atypiques, on en a parlé tout à l'heure avec M. Mnif. Nous, on biopsie les kystes atypiques dans la paroi, on n'a pas peur du tout que ça s'affaisse et ça ne pose pas de problème. Et on biopsie aussi les adénopathies axillaires. On peut faire des cytologies. La performance de la cytologie dans l'adénopathie axillaire, elle est bien meilleure. Les cellules, elles sont beaucoup moins cohésives, il n'y a pas de fibrose. Donc là, on est bon sur la cytologie. Mais régulièrement, nous, on fait des microbiopsies parce que là, on est certain d'avoir un résultat et pas un faux négatif qui nous oblige à y retourner. Alors, la réponse anatomopathologique sur cette distorsion architecturale avec cette petite masse, ça répond à mastose complexe, lésion d'épithéliose du sein sans atypie. Alors effectivement, si vous êtes comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est sur une discordance? On l'a dit tout à l'heure, c'était plutôt de la CR4, alors 4 ABC, ça aussi, mais si on l'utilise, et on a un résultat bénin. On est potentiellement dans une discordance, image plutôt suspecte, résultat bénin.
Et dans ce cadre-là, la question, elle se pose vraiment, est-ce qu'il faut aller plus loin ou pas? IRM, non. D'accord? L'IRM sur les lésions comme ça, c'est pas la peine, ça n'apporte pas le diagnostic. Au pire, ça vous fait un faux négatif de l'IRM et vous êtes rassuré et ça continue à être un cancer qui évolue tranquillement. Donc la conduite à tenir, vous les avez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Résultat concordant, reprise de surveillance. Résultat concordant, surveillance à 6 mois. Résultat possiblement discordant. Je pense que vous êtes d'accord, c'est possiblement discordant. Et quels seraient les facteurs qui peuvent être des éléments qui doivent vous dire c'est quand même ennuyeux ce résultat? Pas de contrôle post-microbiopsie, c'est vrai, mais on n'en fait pas. Pas assez de fragments prélevés, on en avait fait 4 carottes, c'est déjà beaucoup. La distorsion architecturale, ce n'est pas une vraie indication de microbiopsie. Et le résultat histologique n'est pas spécifique, n'est pas concordant avec une distorsion architecturale. Je pense que les D et E sont deux arguments qui sont importants, c'est-à-dire que la distorsion architecturale, une microbiopsie, ce n'est pas terrible. Enfin, ce n'est pas suffisant en tout cas, et le résultat, il n'est pas spécifique. Donc ça, bien sûr, pour le radiologue, et ça a été bien dit, il n'est pas possible aujourd'hui de faire des prélèvements. Si vous faites de la scénologie interventionnelle, vous faites des prélèvements, vous devez connaître l'histologie, vous devez faire des corrélations historadiologiques, c'est indispensable. Alors la conduite à tenir, ça peut être, comme on l'a dit tout à l'heure, chirurgie d'emblée, puisqu'on est sur une distorsion. Ça peut être une IRM, j'ai déjà répondu, c'est réglé. Puis après, ça peut être des macrobiopsies quand on l'a. Si on l'a sous stéréotaxie, il y a une image, on peut le faire. Mais là, vous avez une cible concordante en taille, en topographie. Et c'est aussi pour ça que je le dis, parce que ça coûte cher d'acheter la table de macrobiopsie, le mammographe numérique. L'aiguille coûte cher, mais sous échographie, on peut déjà faire pas mal de choses avec une macrobiopsie sous écho. Il y a plein de systèmes sans aspiration de Vacora, avec aspiration, il y a plein de marques qui le font. Ça va de 7 à 11 gauges. En stéréotaxie, on fait 6 à 12 prélèvements. En échographie, on en fait moins, parce que souvent, on voit parfaitement l'image, et donc on la voit parfaitement disparaître. Et quand elle a disparu, ce n'est pas la peine de continuer à prélever du sein normal au pourtour. On voit bien qu'on n'est plus dans du sein pathologique. En IRM, quand on en fait en IRM, c'est beaucoup plus complexe. On en fait 6 à 12, 18 parfois, 24. Et de toute façon, on ne sait toujours pas si on a retiré l'image. Le principe de base, c'est qu'avec une seule introduction, sans coaxial, sauf en IRM, on peut prélever plein de prélèvements sans bouger l'aiguille, en se positionnant une seule fois dans la lésion. Et maintenant, c'est une technique qui est complètement de base. La performance de la macrobiopsie, elle est égale à celle de la microbiopsie quand on le fait avec les critères qualité. Les risques sont les mêmes que la microbiopsie, il n'y a pas plus de risques, si ce n'est qu'on fait plus d'hématomes, mais c'est normal, on prélève plus. Alors, c'est tout. Dans notre cas, on fait toujours une consultation d'information préalable, ce qu'on ne fait pas du tout pour les microbiopsies, ce qui n'est pas obligatoirement bien, parce que nous, on saute quasiment sur les patientes quand elles sont dans la salle, elles sont là, on leur dit on va vous faire la microbiopsie, elles n'ont pas le temps de réfléchir. Je ne suis pas certain que ce soit bien, c'est bien d'un point de vue organisationnel, mais je pense que de leur laisser un peu le temps de réfléchir, ce n'est pas non plus mal. Évidemment, l'asepsie, on essaye de faire les choses proprement. La principale indication, vous le savez, c'est sous microcalcification. Celle-ci ou celle-là, des 4 ou des 5, exceptionnellement des 3. Les 5, vous allez me dire à quoi ça sert de les prélever, puisqu'elles sont ACR5, c'est quasiment sûrement un carcinome in situ, on peut faire directement de la chirurgie. C'est quand même important, parce que parfois on pense que c'est que de l'in situ, puis on a déjà une composante invasive, ça va générer un GS, un ganglion sentinelle ou un curage axillaire, ce qui est intéressant pour le chirurgien de le savoir. Et puis parfois, quand on pensait que c'était des 5, c'est quand même du bénin, comme sur ce foyer qui ressemble à un foyer cancéreux polymorphe, et tout ça, c'était 2 fibroadénomes en exérèse radiologique complète. On n'a pas été les réopérer, c'est une intervention chirurgicale qui est inutile. Après, on s'en sert aussi pour les masses et les asymétries focales de densité, quand on ne les voit pas en écho, et les distorsions architecturales, c'est-à-dire les centres clairs, parce qu'on a souvent une cible pas terrible, et que nous, on ne les réopère pas derrière si on a un diagnostic de cicatrice radiaire. Par contre, on développe, on n'en fait pas tant que ça, mais il y a plein d'indications, notamment quand on n'a pas accès à la stéréotaxie, de faire de la macrobiopsie sous écho. Les petites images bénignes, quand il y a des femmes qui ne veulent absolument pas rester avec leur fibroadénome, alors qu'on essaye de les convaincre, mais il y a des femmes qui ne peuvent pas rester avec un fibroadénome dans le sein, on peut les enlever. Surtout quand on a fait une microbiopsie non contributive, c'est-à-dire avec possible discordance, là on fait une macrobiopsie, on ne refait pas une microbiopsie, mais on fait une macrobiopsie sous écho. Donc ça veut dire que c'est un examen de seconde intention. Mais aussi, dans certains cas, vous avez parlé tout à l'heure des toutes petites lésions. Ça devient vraiment un gros problème. On en a des gros soucis avec les chirurgiens parce qu'on biopsie maintenant grâce au mammographe numérique, à la performance des radiologues qui s'entraînent et qui deviennent de meilleur en meilleur. Des toutes petites lésions, 4-5 mm,
Après, il faut les opérer quand c'est un cancer. Si vous n'avez pas mis de clip, c'est difficile. Parfois, cette petite lésion est toute petite, 4 mm, passer à côté, c'est pas difficile de la rater. Donc dans des petites lésions comme ça, parfois on fait une macrobiopsie, on l'enlève et on met un clip. Et ce clip, il a un avantage par rapport au clip qu'on met en échographie, en microbiopsie, c'est qu'il va rester visible pendant un mois ou deux. Et que si on a un cancer, on le repérera sous échographie plutôt que de devoir aller chercher le clip sous stéréotaxie. Et ça, c'est beaucoup plus simple pour nous et plus fiable pour le chirurgien. Et puis évidemment, les autres situations, quand on a une lésion frontière, papillome, fibrome atypique, tout ça, aujourd'hui, c'est nous qui les voyons. Et on a beaucoup de cas où le chirurgien, la patiente vient consulter le chirurgien pour une lésion atypique. En fait, il nous l'envoie et si on peut, on la macrobiopsie sous écho et on discute avec lui en RCP. Et la plupart du temps, on ne la réopère pas. Donc vous voyez, c'est des indications qui se transfèrent. Nos chirurgiens ont beaucoup de travail, ils ne sont pas stressés qu'on leur pique quelques patientes, ce n'est pas un souci. Toujours mettre des clips, d'accord. En fin de procédure, mettre un clip. Une de mes collègues avait montré qu'il y avait un déplacement dans 5 à 20% des clips. Et ça, c'est très important, donc de bien mettre le clip en périphérie. La macrobiopsie sous écho répond exérèse radiologique complète, répond carcinome canalaire infiltrant. Vous voyez que finalement, on finit par avoir le diagnostic. C'était associé avec une cicatrice radiaire. Ça n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'une fois qu'on a le carcinome canalaire infiltrant, on sait qu'elle va être opérée. Mais qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qui est très important, c'est qu'on va faire de la chirurgie, mais avant d'opérer, il faut absolument aller vérifier que vous avez mis un clip et qu'il est bien positionné en regard de l'anomalie, parce que vous avez fait une image mammographique, vous avez biopsié sous échographie, il faut être sûr et certain que c'est la même image. Et deuxièmement, il faut être sûr et certain que votre clip est bien positionné. Et donc, on fait un cliché de profil strict et de face stricte. Et vous voyez qu'ici, on avait bien la face. Le clip, il est bien sur notre distorsion architecturale. Là, on avait une oblique et là, on a un profil. Et la grosse erreur de ce dossier, c'est qu'on n'avait pas fait de profil avant le geste. Et quand on ne fait pas de profil avant le geste, on ne peut plus le faire après le geste, surtout quand on a retiré l'image. Enfin, quand on le fait, il est trop tard. Et ça, c'est vraiment une grave, grave erreur parce que globalement, on sait qu'il est bien positionné de face, mais on ne sait pas s'il est bien positionné en profil. Par contre, le chirurgien, lui, va opérer le clip puisque de toute façon, il n'a plus de cible. Donc, le gros souci, ça veut dire qu'avant tout geste biopsique, vous devez avoir un cliché de profil strict dans votre dossier, et ce qu'on n'a pas toujours, et même pas souvent. La chirurgie ne montre pas de lésions résiduelles. C'était normal, ce n'était pas très gros. Avec la macrobiopsie, on a peut-être tout enlevé. Mais quelle est la preuve que vous avez retiré la bonne région, finalement ? La seule preuve, c'est de vérifier sur votre biopsie chirurgicale qu'il y a la cicatrice de la macrobiopsie, puisque dans ce cadre-là, vous êtes certain que vous avez retiré la bonne zone et que le clip, finalement, il était bien positionné. Donc il y a tout un process, toutes des étapes à bien respecter. Si vous en ratez une, potentiellement, à la fin, quand vous devez opérer la patiente, c'est là qu'on se dit « Ah ben zut, on aurait dû faire cela ». Donc, en gros, quelle checklist à avoir avant de biopsier pour le radiologue? C'est d'avoir le dossier clinique, évidemment, les antécédents, les contre-indications, les traitements en cours, d'avoir un dossier complet, des phases des profils stricts, obligatoires et un agrandissement, et aussi faire une échographie, parce qu'on se rend compte aussi souvent qu'on trouve un foyer de microcalcification, une plage de microcalcification, elle est à CR5, on la macrobiopsie, et finalement, on ne sait pas si quelqu'un a bien fait le bilan du sein et du creux axillaire, et après, on se retrouve avec des ganglions qui sont plus gros, comme l'a dit tout à l'heure Marie-Pierre Chauvet, on peut trouver des cellules isolées qui viennent de la macrobiopsie dans des ganglions, mais ce n'est pas du tout un N+. Donc il est très important d'avoir fait tout ce bilan avant le geste et pas après quand elle passe au bloc opératoire. Pour le chirurgien, celui qui le prend en charge, je pense qu'il faut vraiment que vous ayez à l'idée quel est le type de prélèvement. Alors, vous allez me dire, actuellement, à SPAC, c'est facile, c'est que des microbiopsies, mais je pense que ça va changer bientôt. Donc, le nombre de fragments, le radiologue, s'il a trouvé que c'était complet ou pas complet, l'exérèse. Est-ce qu'il y a un clip en place? Est-ce que la corrélation elle est bonne? Mais ça, vous la faites aussi avec votre radiologue. Parce que tout à l'heure, on nous l'a bien dit, il y a des risques de faux négatifs et de sous-estimation. Le bénin B2, bon, c'est bénin, vous avez un résultat de bénin, il faut qu'il soit contributif. Et si ce n'est pas le cas, c'est un faux négatif. On a beaucoup parlé des lésions frontières, je ne vais pas en reparler. Quand on a un résultat malin, la seule problématique, c'est d'être certain qu'on va être capable d'opérer au bon endroit. Mais ça, c'est une problématique plus de la biopsie, mais du repérage préopératoire. Je vais passer juste pour les B3 et sous-estimation. On l'a vu, on ne va pas revenir là, ça a été très bien traité juste avant.
Vous voyez que le taux de sous-estimation, il est très important dans certaines séries, mais surtout sur les séries anciennes. Et ce qui est important, c'est que quand on fait, même avec des procédures de macrobiopsie, vous voyez qu'en fonction de la technique, si vous le faites macrobiopsie sous écho, vous avez des taux de sous-estimation qui sont quasiment de zéro. 10% sous stéréotaxie pour les lésions à haut risque, hein, mais quand vous êtes en IRM, vous êtes à 20%. Donc c'est vraiment important de savoir sous quelle technique. Une B3 sous IRM, elle va être prise quasi systématiquement parce qu'on sait qu'on a un taux de sous-estimation très important. Une lésion B3 sous écho avec une exérèse complète, voire sous mammographie, vous voyez qu'avec le taux de sous-estimation, on peut tout à fait se proposer de faire des surveillances. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc les facteurs de sous-estimation, notamment pour les lésions à frontière B3, c'est clairement la microbiopsie, c'est le guidage IRM, c'est peu de prélèvements, c'est une exérèse radiologique incomplète. C'est si vous avez biopsié une masse et que ça répond hyperplasie canalaire atypique ou même néoplasie lobulaire, de toute façon il faut retourner ou faire une macrobiopsie sous écho. Et puis bien sûr, si on a un contexte, dans une femme à très haut risque, une femme mutée, une lésion B3, vous irez quand même très certainement l'opérer derrière. Papillome, on en a parlé, juste pour vous dire que nous aujourd'hui, sauf s'il y a des papillomes atypiques, aujourd'hui quand on a un papillome sur une image échographique, on fait d'emblée une macrobiopsie sous écho, et s'il n'y a pas d'atypie, on ne refait rien derrière et on les surveille éventuellement à 1 an et encore si on est certain de la qualité de l'exérèse. Dernier point, sous-estimation du caractère invasif d'un carcinome canalaire in situ. Parce que ça, c'est pas dur, vous dites carcinome canalaire in situ, bon, bah, je suis peinard, elle va être passée au bloc opératoire. Et ça, c'est important parce que si vous l'avez fait par microbiopsie, le taux de sous-estimation vis-à-vis du caractère invasif, il est potentiellement très important. Donc, ça veut dire que ça va générer l'indication potentielle d'un ganglion sentinelle. Idem si vous avez trouvé ça sous un diagnostic IRM. Pareil, si on vous dit carcinome canalaire in situ, alors que vous avez biopsié une masse ou une distorsion architecturale, ou une large plage de microcalcification, parce qu'évidemment, vous avez été prélevé quelque part, même en macrobiopsie, vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs. Et puis, dans les femmes à très haut risque aussi, on trouve des lésions in situ qui, finalement, sont très souvent upgradées lors de la chirurgie en lésions invasives. Donc, simplement, et ça c'est Marie-Pierre qui va vous en parler juste après moi, donc je ne vais pas aborder le sujet plus profondément, c'est des éléments que vous devez avoir en tant que chirurgien quand vous recevez votre patiente, vous dire avec tout ça, j'ai un risque important de sous-estimation du carcinome, de la partie infiltrante potentielle, et ça va être potentiellement une indication d'exploration axillaire. Donc vous l'avez vu, moi je crois qu'on peut faire confiance aujourd'hui au radiologue, à condition que le radiologue il soit expérimenté, évidemment, qu'il en fasse beaucoup régulièrement, qu'il définisse bien son protocole, qu'il définisse bien ce qu'il a fait pendant sa procédure, que quoi qu'il arrive, ça nécessite une collaboration très étroite du radiologue, du gynécologue et du chirurgien, parce que sinon c'est la porte ouverte pour toutes les faux négatifs et les ratés, et puis vraiment d'avoir quelques checklists sur les éléments disponibles pour prendre une décision de prise en charge d'une patiente. Et je m'arrêterai là pour ne pas ralentir la soirée. Hein. Je vous remercie beaucoup.